la petite vidéo sur l'indice glycémique. C'est parti, je vais essayer de me taire un peu et de boire. Pour une personne diabétique, il est important de pouvoir gérer sa glycémie, son taux de sucre dans le sang et d'être conscient de l'impact des repas pris pendant la journée sur celle-ci. Tous les aliments qui contiennent des glucides provoquent une augmentation de la glycémie, mais pas tous de la même manière. L'index glycémique est un bon outil pour comparer ces aliments entre eux. Donc là, vous voyez les différentes courbes, ils parlent de charge glycémique. Donc en bleu, charge glycémique faible, on a un petit pic gentillet de la glycémie. Alors que quand on a une charge glycémique élevée, eh ben là, on voit que ça provoque un gros pic d'un coup. Donc ça, c'est plus difficile à réguler forcément parce que l'objectif, c'est les pointillés, hein. Ça, c'est la moyenne que c'est l'objectif cible que le corps va essayer d'atteindre, voilà, de rétablir, on va dire. La glycémie, il va essayer de la ramener vers ces pointillés rouges. Donc forcément, si vous êtes là, c'est beaucoup plus difficile de revenir ici que si vous êtes là. L'index glycémique est une valeur attribuée à un aliment qui contient des glucides. Il permet d'évaluer l'influence de cet aliment sur la glycémie par rapport à un élément de référence, le glucose. Cette valeur est comprise entre 0 et 100. Ainsi, un aliment qui influence fortement la glycémie se verra attribuer une valeur élevée. Les aliments sont classés dans 3 catégories, index glycémique faible, moyen ou élevé en fonction de leur impact sur la glycémie. Les fruits, les légumineuses et les produits laitiers non sucrés ont un index glycémique faible. Les pâtes, riz et semoules ont un index glycémique moyen. Le pain blanc, les limonades, céréales, petits déjeuners. Et même ici, ça va dépendre du type éventuellement de pâte, etc. Voire aussi potentiellement de la cuisson. Il vaut mieux, je crois, les cuire al dente que bien cuites. Il y aura plus de, il y aura, enfin, l'index glycémique sera plus haut si elles sont vraiment très cuites. Al dente, je crois que c'est le mieux, il me semble. Mais Ou miel ont quant à eux un index glycémique élevé. Cette classification remplace avantageusement la notion de sucre lent et sucre rapide qui n'est pas correcte. En effet, le pain blanc a par exemple longtemps été qualifié de sucre lent et tous les types de pain étaient alors inclus dans cette catégorie. Or, le pain blanc se voit attribuer un index glycémique qui varie entre 60 et 80 selon qu'il soit blanc ou complet. Son impact sur la glycémie peut donc être très élevé. Je pense qu'une personne diabétique ne doit pas connaître l'indice glycémique attribué à chaque aliment, mais je pense que c'est important qu'il puisse remettre dans la catégorie d'aliments à faible index glycémique moyen et index glycémique élevé les bons aliments. oui, donc voyez, là, elle le dit bien, hein, ça sert à rien de connaître l'index pile poil, juste de savoir les classer dans les catégories, déjà, c'est super bien parce que ça va vraiment aider à faire, composer son repas. Et par exemple, pour quelqu'un qui va avoir besoin d'insulinothérapie, donc c'est-à-dire d'injection d'insuline justement pour aider à la gestion de sa glycémie, comme il va devoir tenir compte de ce qu'il va manger au niveau des glucides, et ben de connaître ça, ça va lui permettre de voir, de pouvoir estimer et préparer sa dose d'insuline en fonction de ça. En cuisant les pâtes trop longtemps, on rehausse léger. OK, ouais, ouais. J'avais un petit doute, mais j'ai toujours, enfin, en fait, je suis plutôt du genre à douter qu'à être sûre de moi parce que j'ai tellement peur de dire des bêtises et du coup, voilà, quoi. Donc je préfère dire, même si, voilà, c'est juste, voilà, il faut que je me fasse un petit peu plus confiance, mais comme je suis pas très douée en nutrition, je préfère pas vous raconter n'importe quoi. Différents éléments peuvent influencer l'index Ah ouais, il glycémique. va le dire La en plus, je préparation crois. des aliments, certains procédés industriels comme la préparation des céréales petit déjeuner font exploser les molécules complexes d'amidon présentes naturellement dans les aliments en plus petites molécules de glucose, les rendant alors plus faciles à digérer, ce qui augmente l'index glycémique. La cuisson influence aussi l'index glycémique. Un aliment cuit plus longtemps sera digéré plus rapidement et aura donc un index glycémique plus élevé. A l'inverse, par exemple, des pâtes cuites al dente auront un index plus bas.
La teneur en fibres d'un aliment influence aussi grandement son index glycémique. Plus il contient des fibres, moins l'index glycémique sera élevé, car la texture fibreuse ralentit la digestion des sucres. Par exemple, les légumineuses ont un index glycémique faible, car l'enveloppe fibreuse qui les entoure fait office de barrière. Donc ça aussi, ça peut être intéressant à savoir, hein. La fibre va, entre guillemets, «tapisser l'estomac», donc c'est là où vont arriver tous les aliments et du coup ça va faire baisser l'assimilation du glucose et du coup enfin la rapidité, on va dire et du coup, bah, ça va éviter d'avoir un gros pic de glycémie. Oui, pour la vitesse à laquelle il se retrouve dans le sang, ouais. T'inquiète sur pas ce coup-là. Donc voilà et Arcator aussi, tu parlais du sucre raffiné, et je suppose qu'en fait, ce que tu disais, si je me souviens bien, c'était en fait, ça était en rapport avec ça. C'est-à-dire que le sucre raffiné va avoir un index glycémique hyper élevé du coup, quoi et du coup, va provoquer des vrais, pics de glycémie. À savoir aussi que même quand on n'est pas diabétique, des aliments avec, éventuellement des index glycémiques très hauts. Alors pour moi, c'est des ali enfin, en gros, moi j'associe ça à des choses qui vont provoquer vraiment des pics, mais en fait, c'est ça. C'est juste que je n'avais pas ce terme-là au moment il y a pire sur le glucose et fructose, ouais. Vont créer des pics, enfin voilà, quand vous avez un pic de glycémie, enfin, quand vous avez une hypoglycémie et que vous allez manger un truc, justement de sucre rapide. Heu, ce qui peut se passer derrière quand c'est vraiment des choses qui vont vraiment créer du pic de glycémie, si vous n'avez pas quelque chose derrière pour on va dire «adoucir» entre guillemets, c'est que vous allez avoir une contre-réaction parce que une contre-réaction dans le sens où ça va vous provoquer derrière une hypoglycémie supérieure à l'hypoglycémie dans laquelle vous étiez avant. Donc ça aussi, c'est un petit truc à voir. Le sucre raffiné a un index super élevé, oui, mais il a aussi un effet sur la dopamine et sur la réaction chimique dans le corps. C'est un cercle vicieux quand c'est régulier. Ouais, c'est ça, c'est les sucres aussi, enfin le problème, ce qui pose vraiment problème et pourquoi les gens ont du mal à se défaire du sucre, c'est qu'effectivement, ça va activer, des choses, notamment au niveau du cerveau, des réactions chimiques qui sont en fait, qui va activer ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Donc votre cerveau, il va être tout content et votre cerveau, bah, il va demander encore à être content et il va pas comprendre pourquoi vous voulez plus qu'il soit content. Donc voilà, il va rechercher son shoot, hein, quelque part, c'est ça. C'est valable avec le sucre, mais on voit que c'est aussi utilisé pour, dévier notre attention avec, des trucs super lumineux sur les téléphones. Enfin bref, il y a toute une réflexion aussi derrière certaines applis, les réseaux sociaux, pour vous garder dessus et ça fait notamment aussi appel à ce fameux circuit de la récompense, voilà, ça va activer, des choses qui vont faire plaisir à votre cerveau. Là-dessus, on est vraiment des boules de chimie, voilà, on n'est pas très, voilà, on est des êtres intelligents, mais voilà, la physiologie, elle est là, hein, elle est là et c'est pas toujours facile, d'aller contre, hein et culturellement, tu te vois abandonner le verre de jus d'orange le matin? Bah, moi, je sais que alors moi, enfin, il y a une époque où je prenais un petit verre, alors c'était du multifruit, j'aimais pas trop le jus d'orange pur. Mais effectivement, c'est vrai que après je pense que on a tellement mis dans la tête aussi des gens et ça, c'est là où les commerciaux font bien leur boulot, que c'était bon pour la santé de boire un verre de jus de fruits, le matin. Alors qu'en fait, effectivement, le jus de fruits, enfin le fruit, à partir du moment où il est pressé, devient, vraiment, enfin c'est un ça devient un IGO, alors que si vous mangez le fruit, eh bah, ce sera l'inverse. Et ça, par simple transformation mécanique, hein, même si c'est vous qui le faites, hein. Oui, multifruits, encore pire, ouais. Ouais, ouais. Tu peux direct travailler au champ, tu peux ouais. Ah oui, c'est sûr que selon ce que tu fais, mais là, c'est des enfin, voilà, moi, à l'époque où je le buvais, je crois que parce que je le dis pas toujours, mais j'ai aussi travaillé en tant que comptable pendant un temps. Ouais, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Je fais beaucoup de choses, mais il y a quand même toujours eu, le corps humain et cet intérêt pour les sciences, qui a toujours été là. Donc ouais, je buvais du multifruit et j'allais au bureau, donc on n'était pas dans le besoin de sucre hyper rapidement, on va dire ça comme ça, quoi.
Tu vas te poser dans un taxi, c'est pas terrible, ouais. Jus d'orange, c'est le moins pire pourtant. Non, ça fait un pic. Non, ça fait un pic, tu parlais de quoi? Du jus d'orange, du coup, tu t'auto-répondais ou pas? Parce que il me semble avoir entendu que même le jus d'orange, même si c'est toi qui presses, l'orange, à partir du moment en fait, c'est vraiment l'aspect mécanique de la chose. Le fait de presser, fait que, ça va avoir cet impact-là. En plus de ça, ben, quand vous mangez le fruit, vous gardez aussi toutes les enveloppes, les diverses enveloppes, donc les fibres aussi qu'il y a dans le fruit. Et on a vu que les fibres avaient un impact sur l'assimilation du glucose. Ça va aider à faire baisser la vitesse d'assimilation du glucose par le corps. Donc voilà, c'est aussi pour ça que vaut mieux manger le fruit que de boire son jus. Si tu coules le jus à l'eau, c'est mieux. Ouais, bah, en fait, c'est comme si tu diluais, tu mets 2 verres de sucre, dans un verre, on va dire de 125 millilitres, puis tu décides de diluer avec, de l'eau, pour que ce soit plus, enfin que ce soit deux sucres dans un verre de 250 millilitres, tu as toujours tes 2 sucres dedans, hein. Le matin, c'est omelette, enfin même si tu divises, tu gardes le sucre dans tous les cas, hein. Le matin, c'est omelette avec des champignons. J'ai faim là, tu me donnes faim, finalement. Oui, OK, pour manger le fruit sans le presser. Ouais, 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 c'est ce qu'il faut, hein. Maintenant, j'arrive pas encore à manger, j'ai eu une période où je mangeais un peu salé, mais j'y arrive pas encore, enfin, là, j'ai reperdu. Mais maintenant, enfin, là, en ce moment, je mange quasiment plus le matin. Alors je sais que c'est pas forcément tip top non plus parce que, je mangeais des céréales, mais alors des céréales, enfin, normalement des bonnes céréales, hein, pas les céréales sucrées et tout comme ça, censément quelque chose d'un peu, de genre type muesli. Pardon. Mais je me rends compte qu'au final, je les supporte plus trop là le matin. Ça Je prenais muesli avec du lait d'avoine et ça passe plus. Donc je sais pas où va me mener mon prochain petit déjeuner, on verra. C'est une question de vitesse d'assimilation aussi. Le jus liquide, ça s'absorbe plus vite. Ouais, le jus épongé, son absorption dans le sang va être plus étalée dans le temps. Oui, 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 bah ouais, ouais, c'est vrai que effectivement, c'est logique. C'est logique, ça te défend complètement. On va finir la petite La vidéo. texture, un aliment liquide est digéré plus vite qu'un aliment solide. Par exemple, à teneur égale en sucre, un jus de pomme fait plus vite monter la glycémie qu'une pomme. Là, il le disait en plus, L'index il parlait du glycémique jus. a l'avantage de promouvoir les aliments les moins On transformés, anticipe les trop. plus complets possibles et qui ont un pouvoir de satiété le plus important. Il est par ailleurs utilisé dans les régimes pour le contrôle du poids où l'on privilégie les aliments à l'indice glycémique faible qui demandent une sécrétion d'insuline moins importante, l'insuline favorisant le stockage de la graisse. La mixité de nos repas module l'index glycémique des aliments et donc leur impact sur notre glycémie. C'est la raison pour laquelle la notion de charge glycémique est plus adéquate et précise car elle tient compte de la quantité d'aliments dans l'assiette. Donc l'index glycémique est important, vous l'aurez compris, mais probablement plus que cet index glycémique, il faut retenir que c'est la quantité totale d'aliments contenant des glucides dans mon assiette qui va être un bon indice de la glycémie postprandiale. Donc postprandial, c'est après le repas, hein. C'est un mot compliqué pour dire après le repas. Voilà, postprandial. Je dois reconnaître que, je ne connaissais pas, le terme il y a encore pas si longtemps. Mais voilà, tout ça pour dire après le repas. Postprandial. Je dirais: «Oh là là, c'était un bon, prandial», enfin je sais pas. Bref. Donc voilà pour l'index, glycémique. Donc aussi l'importance de la quantité, donc ça paraît logique, mais effectivement, comme on dit souvent, hein, c'est la quantité qui fait le poison. Et bah, c'est pareil avec le sucre, hein. Il y a pas de Voilà, il y a pas de raison que ce soit différent. Forcément, si vous avez un peu plus de quantité, mais d'un IG bas, donc je vais prendre le raccourci, hein, IG, index glycémique. Si vous avez un peu plus d'un aliment avec un IG bas, bah, enfin, ça va peut-être équilibrer, même si vous avez un IG haut à côté, mais en petite quantité, bon, bah, ça va, quoi. C'est peut-être pas très grave. Vaut mieux ça que l'inverse. Donc voilà, c'est une notion à avoir quand on est concerné par le diabète. Alors, je vais pas dire qu'on va, entre guillemets, finir, par le meilleur, parce que je vais quand même parler des complications. On en a déjà parlé quand même,
voilà, enfin, on en a pas mal parlé. Je vais juste refaire un petit point vite fait parce que ces complications vont potentiellement aussi, du coup, être synonyme de suivi régulier, parce qu'on l'a vu, c'est la régularité dans le traitement, mais aussi dans le suivi, pour savoir où est-ce qu'on en est de la glycémie. En tout cas, surtout sur un diabète de type 2, parce que le type 1, en général, ils ont de quoi se tester au niveau de la glycémie régulièrement, même si ça n'empêche pas des examens réguliers complémentaires aussi. Donc on a vu au niveau du cardiovasculaire que ça pouvait poser des problèmes. Ça peut aussi poser des problèmes au niveau du cardiovasculaire en créant potentiellement des caillots, surtout si vous cumulez avec un problème de dyslipidémie, donc le cholestérol, qui peut créer des plaques dans les vaisseaux. Ça, c'est pareil, j'en parlerai un jour de qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui se passe dans les vaisseaux, voilà. Donc ça peut créer des caillots qui vont venir boucher, créer des infarctus du myocarde notamment, des insuffisances cardiaques. On a parlé de la rétinopathie, donc au niveau des yeux, l'insuffisance rénale aussi. Ça augmente, après, oui, augmente le risque d'accident vasculaire cérébral, forcément, puisque vous allez, si vous avez un impact sur la pression artérielle et le cardiovasculaire, que vous sollicitez tout ça en excès, ça crée une fragilité. Ça crée une fragilité. Alors, après, les AVC, il y en existe de types, les hémorragiques et les ischémiques. Hémorragique, c'est un vaisseau qui pète. Alors, ça peut être une hernie aussi, un vaisseau qui aurait un petit blob, là, une hernie, on appelle ça une hernie. Du coup, c'est plus fragile et du coup, ça peut péter. Mais ça peut être aussi la sursollicitation dans les vaisseaux se passent des mutineries et des batailles de pistolets laser. J'ai dû rater piou piou, j'ai dû rater un truc. T'as dû faire un lien que j'ai déjà. Ah oui, dans les vaisseaux sanguins. Oui, ok. Ah, faut le temps que ça monte au cerveau. Et donc, vous n'avez pas forcément de dernier, mais voilà, si vous avez une pression artérielle haute, forcément, vous allez sursolliciter vos vaisseaux et ils peuvent présenter une fragilité et finir par céder. Donc là, vous aurez une hémorragie. Mais la plupart quand même des AVC sont dus à un caillot. Donc c'est cela qu'on appelle ischémique, c'est un thrombus, on appelle ça un thrombus, un petit caillot qui va venir se loger dans une partie du cerveau, boucher et donc priver d'oxygène une partie du cerveau et potentiellement du coup cette zone risque de mourir entre guillemets et donc d'avoir des conséquences. Mon cerveau en consomme beaucoup, ouais. Le cerveau en consomme beaucoup. Cholestérol, c'est aussi problématique, donc je retire ma suggestion du matin de faire une omelette champignon fromage. Je laisse les pros s'exprimer au cas par cas. Oui, le cholestérol, oui, c'est aussi problématique. Après, il y a du bon et du mauvais, hein. Dans le cholestérol, tu en as 3 types, le LDL, le HDL et les triglycérides. Le HDL étant ce qu'on appelle le bon cholestérol parce qu'il va aider à évacuer le LDL, notamment, je ne sais plus s'il évacue les triglycérides, j'ai un doute, je crois. Donc en fait, c'est fonction de ça et tu as des aliments qui vont apporter du bon et d'autres du moins bon. Donc en fait, ça dépend. Et encore une fois, c'est toujours une question aussi de quantité. Donc ça ne veut pas dire, tu parles d'omelette, par exemple, les œufs, c'est principalement, bon, c'est des lipides, oui, des lipides et des protéines. Ouais, puis il y a du fromage. Ouais, non, ouais, peut-être à réfléchir, à réfléchir effectivement l'omelette champignon fromage du matin. Mais voilà, c'est le cholestérol, forcément, ça impacte. Donc les AVC ischémiques, ces petits caillots qui viennent boucher. Donc là, voilà, il y a ce risque-là. Artériopathie, donc des problèmes au niveau des artères, des neuropathies, donc au niveau des nerfs, notamment des membres inférieurs. Bon, on a vu que ça pouvait toucher aussi les mains avec des troubles de la sensibilité. Donc, en cas de diabète, c'est surveillé car les glucides étant moins consommés, il y a plus facilement du stockage et du surplus. Du coup, il faut diminuer le beurre et le fromage. Bah ouais, comme on a vu, hein, tout ça, et c'est vraiment ce truc qu'ils appelaient truc métabolique. Enfin voilà, cette triade-là, entre guillemets, glucides, lipides et vasos, donc les vaisseaux,
Heu, Dès qu'il y en a un qui déconne, il faut surveiller les autres. Parce qu'il y a un risque, il y a un risque plus élevé que les autres aussi soient concernés. Donc effectivement, si tu as, du diabète, bah, ouais, va falloir être plus vigilant, sur le cholestérol, les apports lipidiques. De fait, après les vaisseaux, bah, forcément, il y aura aussi une surveillance au niveau du pouls, de la tension artérielle. Voilà, c'est des choses qui vont être, surveillées de fait, quoi. Donc voilà et quand on a les 3, bah, là, c'est bingo! Bingo pas cool. Disons que moi, ça me va et analyse OK et il ne faut pas influencer les gens qui doivent faire attention, sauf que pour le jus d'orange le matin à jeun, comme la tradition le vante, bah, c'est pas une bonne idée vu le pic. Ouais, ouais, ouais. Oui, après, en fait, c'est pareil sur la journée, tu vois? Par exemple, ta fameuse omelette du matin, machin, après ça va dépendre de ce que tu manges dans le courant de la journée. Est-ce que tu vas, continuer à consommer, enfin voilà, entre guillemets «du gras», lequel, comment? Enfin, c'est toujours pareil, faut regarder aussi, un peu plus largement et effectivement, le jus de fruits, de toute façon, ça crée un pic de glycémie et c'est tout ce qu'on cherche à éviter, surtout dans le cas d'un diabète, mais pas que. Même si vous n'avez pas de diabète, c'est aussi pas forcément super bon. Hem, la margarine est préférable au beurre dans ce cas. Oh la vache, comment ça ça commence à être dur. Comme le pinard, la tradition, ça n'a pas que du bon. Ouais. Après le pinard, je crois qu'il y a enfin il y a un peu il reste toujours un espèce de bah, après le pinard, ce qui est difficile, c'est que bon, on a quand même des lobbies qui sont très, très présents. Là, j'ai vu un article passer, pareil, je voulais en parler, mais je crois que j'ai pu voir qu'une part d'article et j'ai entendu quelqu'un d'autre en parler. En gros, le pinard n'est pas considéré comme les autres alcools parce qu'en fait, on a des lobbies du pinard en France derrière et qui sont même, au niveau de l'État puisqu'il y a il y a une personne au niveau du gouvernement, mais je ne sais pas quel poste exactement, qui en fait était quelqu'un qui travaillait dans le vin, quoi. Forcément, comment on veut il soit, soumis aux mêmes règles s'il travaille à la création de ces règles. Non, l'alcool, c'est délétère dès la première molécule d'éthanol. Ouais, bah, de toute façon, oui, 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 c'est sûr. Oui, c'est sûr, surtout quand c'est tous les jours en plus, hein. C'est considéré, comme de l'alcoolisme, il me semble. C'est pas forcément la quantité aussi, il y a la quantité qui joue pour considérer, qu'on est dans l'alcoolisme ou pas. Il y a la quantité, mais il y a aussi la régularité, donc vous pouvez avoir peut-être moins de quantité, mais si c'est régulier, ça s'apparente aussi à ça, quoi. Bah, c'est toujours une question de marketing. Ouais, beh, oui, oui, de toute façon le problème, c'est le capitalisme. On en revient toujours à ça, les lobbies, ah les lobbies, c'est pas bien. Ah là là, on pourrait continuer à à râler encore. Mais du coup, ce qui explique qu'il y a pas de politique vraiment voilà, de prise en compte, on va dire, des problèmes potentiellement liés à l'alcool et notamment au vin qui est très consommé, en France, quoi. Enfin, qui est un des alcools, assez consommés en France, quoi. Donc je voulais finir en disant donc toutes ces complications potentielles vont avoir pour conséquence, de devoir normalement faire un bilan au moins une fois par an. Alors forcément, peut-être pas chez tous les spécialistes, mais chez certains en fonction de ce qui aura été, discuté aussi avec son médecin. Parce qu'encore une fois, c'est une discussion avec, son médecin, son endocrinologue, enfin qui est un médecin aussi d'ailleurs. Enfin voilà, de la personne qui vous suit pour votre diabète, pour savoir justement quels examens il considère que c'est nécessaire de faire ou pas. Rien n'empêche que si à un moment donné, vous avez un doute, un symptôme qui n'était pas prévu, de caler un rendez-vous si nécessaire, aussi, hein. Mais voilà, d'avoir un suivi régulier permet d'anticiper. Donc on a parlé des yeux, mais les dents notamment, c'est important à savoir que même si vous n'êtes pas diabétique, vous avez le droit à un détartrage par an et c'est aussi l'occasion de faire un petit check. Donc vraiment, n'hésitez pas. Même si les rendez-vous sont longs à prendre, bah, prenez-les bien en avance, tant pis, c'est pas grave, mais au moins vous avez un rendez-vous par an et ça permet de vérifier parce qu'on a vu que
Le diabète peut avoir pour conséquence des infections au niveau de la bouche, mais pas que, hein, on était plus sensible aux infections de la peau, enfin voilà. Humidité plus sucre égale miam miam pour les méchantes bactéries et les infections. Voilà, ils sont contents. Donc avec ça en plus, on a des troubles de la cicatrisation. Donc voilà, on cumule un peu les problèmes potentiels si tout ça arrive à se mettre en place. Donc on essaye d'anticiper ça quand c'est possible, encore une fois. Donc le dentiste, les yeux, l'ophtalmo. Après, vous pouvez caler un rendez-vous comme Arcator, pas forcément pour ça à la base, mais précisez-le et comme ça, il en profitera pour faire un check un peu plus complet. Éventuellement, faire des analyses donc pour vérifier le fonctionnement des reins, des artères, du cerveau, des analyses de sang pour vérifier donc la glycémie, le cholestérol, et cetera. J'avoue, j'en ai marre de chercher un dentiste qui accepte. Ouais, c'est dur. Moi, je parle souvent de Doctolib parce que c'est là où j'ai galéré, hein. J'ai mis 1 an et demi, plus d'1 an et demi d'ailleurs, à trouver ma médecin généraliste parce que je n'avais pas de médecin et personne n'acceptait de nouveaux patients. Donc en fait, j'étais pas du tout suivie et c'était éventuellement, j'arrivais à obtenir un rendez-vous en urgence et encore même ça, c'était rare. J'ai fini 1 ou 2 fois aller à une borne, les bornes là qu'on trouve en pharmacie pour avoir un médecin sur internet. Ouais, après avec des expériences plus ou moins heureuses, hein, un médecin qui vous prend, qui prend 5 minutes, qui vous donne des médicaments, enfin bref, qui n'existent plus. Tu vois bien le médecin à la retraite qui est là pour arrondir ses fins de mois, quoi. Tu n'as pas une maison de santé comme on nous l'a vendu? Ouais, 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 les fameuses maisons de santé. Ah non, mais enfin, les idées, c'est pas ce qui manque. Alors bien sûr, c'est de l'investissement, mais encore une fois, c'est toujours le rapport investissement et conséquence du non-investissement. Ouais, on l'a eu 2 mois, ouais, ouais, c'est ça. C'est que si vous prenez pas en charge entre guillemets les petits bobos, vous finissez avec des gros bobos qui vont être beaucoup plus difficiles à prendre en charge et beaucoup plus coûteux si on prend tous les coûts générés par la prise en charge et la pathologie, sans compter en plus le coût pour la personne qui va en pâtir, au niveau physique, au niveau psychologique, enfin voilà. Mais bon, ça demande cojones, je sais pas. De l'argent aussi, bien sûr, mais bon. Et un peu de réflexion au niveau global, parce que c'est clairement une refonte, on l'avait vu, hein, une refonte assez profonde de notre système de santé qu'il faudrait faire. J'ai envie de mettre le même Etchebest. Oh, c'est quand ça? Je connais, je l'ai pas, mais enfin, je sais qui est Etchebest, Philippe Etchebest, mais je vois pas le même. Mais ouais, ouais, c'est vrai que c'est un boulot énorme, hein. Je peux comprendre que ça fasse peur, mais là, il faut qu'on arrête de mettre encore une fois, un dépansement sur des jambes de bois, hein. C'est ce qu'on fait et on voit très bien que ça marche pas et que ça se casse la figure de plus en plus. Et voilà. Et ça craque de partout. C'est-à-dire que là, vraiment, les dominos sont en train vraiment de tomber les uns après les autres, quoi. Et l'urgence, c'est en plus, on va dire, entre guillemets, je dirais celui qui est le plus symptomatique parce qu'en fait, il recueille tous ceux qui n'ont pas trouvé écho à leurs besoins de base auprès d'eux. Ils ne savent plus où aller, ils vont aux urgences. Sauf que c'est pas aux urgences de faire de la bobologie. Mais oui, mais il faut proposer à ces personnes qui ont besoin et de suivi, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont des besoins de suivi, qui ne trouvent pas de médecin et qui du coup se retrouvent aux urgences, alors que c'est pas du tout, encore une fois, le rôle des urgences de faire du suivi. Mais qu'est-ce que vous n'allez pas dire à ces patients? Démerdez-vous. Donc en fait, les urgences accueillent ces patients-là qui devraient avoir un médecin, tout simplement, un médecin qui les suit. Donc c'est vrai que c'est frustrant de voir que ça bouge pas et que du coup, ouais, les urgences s'écroulent. Et plus ça va, moins ça va parce que les gens partent, parce qu'ils en peuvent plus des conditions de travail. Enfin bref, et tout se dégrade, tout se dégrade. Désolée, là j'ai un petit coup de... Ça m'énerve.
Bah, on a mis un économiste au pouvoir, du coup, c'est géré à cette sauce. Oui, on voit où va l'argent. Il suffit de voir qui a le plus gagné, lors de ces, 7 dernières années. Voilà. C'est un économiste, mais qui a quand même des priorités dans sa façon d'économiser. Parce que il a tellement, bien fait le taf qu'on a des gros trous enfin, que les caisses, sont visiblement vides, parce que, bah, il a fait plein, plein de cadeaux, quoi. Mais voilà. Et le ruissellement, c'était couru d'avance, c'était déjà dit que ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Mais je pense que ça, en soi, il s'en foutait. C'était pas son but. C'était pas son but que ça ruisselle. Donc voilà. Mais voilà. Je vais essayer de pas trop m'attarder là-dessus et de finir, parce que là, il va vraiment falloir que j'ai explosé mon compteur là. Après, un live spécial. C'est la journée mondiale du diabète. Donc voilà, je m'attendais à ce que ce soit long parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Je voulais aussi dire beaucoup de choses, peut-être trop de choses. Mais voilà, donc c'est pas grave, et c'est cool. Et je passe un bon moment, sinon je ne serais pas là. Donc, on parlait donc des analyses de sang, des analyses d'urine aussi, notamment pour vérifier le fonctionnement des reins. Je ne sais pas si ça a été ton cas, mais ça fait partie éventuellement des examens potentiels. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut mesurer aussi la glycémie dans les urines. Et, si, bah oui, ça doit être possible. Maintenant, est-ce que les taux sont les mêmes? Je ne sais pas. Examen du cœur, il peut être prescrit éventuellement de faire un bilan au niveau du cœur, notamment faire un ECG. Donc un ECG, c'est un électrocardiogramme. Donc ça, c'est quand on vous met on n'a pas dû vous le faire souvent, mais mettre les patchs là, avec les patchs sur le torse, brancher une machine et on voit les battements du cœur et tout. Et ben ce graphique-là, ça, c'est ce qu'on appelle un électrocardiogramme encore. Les premiers de cordée aussi. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça me gratouille. Moitié allergique à mes propres chats, ça craint. Ouais, ouais, les premiers de cordée, ouais. L'évidence par pollution, ils ont vraiment cru que ça passerait, l'histoire du ruissellement en plus. Oui. Ah, écoute, hein, on n'est pas, enfin voilà, c'est difficile d'être économiste. Puis je sais même pas si ça avait déjà été essayé, qu'on avait un retour, notre hôte a faim. J'ai faim et en même temps je suis auto-captive, hein. Parce que libre à moi d'appuyer sur un bouton et de m'en aller, hein. Donc faut pas s'inquiéter, hein, faut pas s'inquiéter. Il y en a peut-être un, on va le surnommer Parlin Papa. Ouais. Hem, donc le CG, en tout cas, c'était une belle découverte. Merci pour la live, bon appétit. Ouais, bah, écoute, contente que ça t'ait plu, et tu es le bienvenu, Philémon, et bienvenue dans la communauté des curieux, des curieux. Et je vais quand même finir, hein, parce qu'il faut que je finisse, hein. J'ai besoin de finir la boucle, comme Sheldon, donc dans, le besoin obsessionnel de complétion, de finir, de finir la chose. Donc le cœur, les pieds, bah, alors ça, c'est plutôt une surveillance de la personne en particulier. Maintenant, je fais durer le plaisir. Les pieds, bah, ça va être plutôt une surveillance régulière de la part de la personne, pour vérifier qu'il n'y a pas de plaie, qu'il n'y a pas d'infection. Vérifier aussi sa sensibilité, parce que peut-être que s'il y a une perte de sensibilité, il va peut-être falloir consulter. Donc ça, c'est important aussi d'avoir ça en tête, que comme on est plus susceptible de faire des infections, qu'en plus de ça, il y a un souci de sensibilité et de cicatrisation, il faut vraiment être vigilant sur tout ce qui est blessure.
et pas hésiter à s'examiner régulièrement, surtout les pieds, hein, vraiment j'insiste sur les pieds parce que c'est souvent là, les pieds sont dans les chaussures, on ne fait pas forcément gaffe, hein, voilà. Il y a plein de frottements dans les chaussures, au niveau aussi des malléoles, hein, c'est les petites bosses sur les côtés des chevilles, le talon, le dessous du pied aussi, enfin voilà, il y a plein, les pieds sont quand même fortement sollicités. Sinon entre nous, on sait bien. Si c'est une perte de sensibilité au bout des doigts, faut relire le manuel d'utilisation du test de glycémique, portable. Oui, parce que alors pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est que certains la façon de tester sa glycémie, dans certains cas, c'est de venir se faire une petite piqûre au bout du doigt. Il y aura une petite goutte de sang et on va venir déposer cette petite goutte de sang sur, un appareil, enfin sur la languette d'un appareil qui permet de connaître la glycémie. C'est plus utilisé quand même chez les diabétiques de type 1, mais peut-être aussi chez certains de type 2. Donc voilà, avoir ce réflexe-là, si besoin, si vous avez un conjoint ou voilà, de ne pas hésiter à demander, un coup de main pour checker. Mais bon, comme c'est normalement des endroits, enfin voilà, plus particulièrement les pieds, normalement vous pouvez regarder. Et si tu le fais souvent au même endroit, tu peux perdre la sensibilité. Il faut varier. Il n'y a pas de problème. Ah ok, ok, oui, ça paraît logique en même temps, hein. Ça paraît logique au bout d'un moment, voilà, hein. C'est comme quand enfin là, moi je sais que j'ai été ouvert, du coup j'ai eu 4 opérations de l'épaule. Au niveau de la cicatrice, les sensations, elles sont, voilà quoi. Des fois, je sens pas grand-chose, des fois c'est des sensations bizarres. Donc oui, oui, ça peut perturber à force de se piquer, au même endroit. Heu, donc voilà, donc vraiment cette, surveillance-là est importante pour éviter donc, notamment les infections, en sachant que quand c'est pas traité, que ça peut déraper, encore une fois, ça peut créer une infection un peu plus générale qui peut amener à une amputation et dans même le pire des cas, à une septicémie, donc une infection vraiment généralisée et qui peut aller jusqu'à la mort. Donc voilà, c'est, des réflexes à avoir. Pareil, peut-être à caler dans le quotidien, je sais pas, on se check le matin ou on se check le soir, enfin voilà, selon hem, vos habitudes. Heu, Qu'est-ce que je voulais dire? Et la petite information par rapport aux amputations, 90 des amputations sont causées par des affections artérielles d'origine inflammatoire qu'on appelle artérite. Un patient diabétique a 14 fois plus de risques d'amputation. Donc voilà, c'est voilà. Et sur le terrain, bah, c'est un constat qu'on fait puisque 80 des amputés qu'on a pareil, sont des personnes diabétiques et ou artéritiques. J'ai mis et ou parce qu'on a vu qu'il y avait souvent un lien quand même entre, des soucis au niveau, des vaisseaux et artères, quand on est diabétique. Mais bon, qui te la fout de la poule? Donc voilà, donc l'importance du suivi, ça veut dire quoi les artères gonflent et bloquent le sang? C'est les artères sont inflammées et ça peut, c'est les troubles de la circulation, ça les rend plus fragiles, plus sensibles. Des difficultés aussi certainement à la cicatrisation potentielle. Je vais essayer de te trouver ça un peu plus. Une artérite, je vais essayer de te trouver la définition de l'artérite, mais l'artérite, c'est l'inflammation, pardon, de l'artère. Je vais essayer de t'en dire un petit peu. Hop. Ouais, il me marque que c'est une inflammation des artères, donc c'est pas non enfin, c'est une maladie qui diminue du coup le diamètre des artères et empêche la bonne circulation du sang. Donc si, tu as une diminution de ton diamètre, de ton artère et qu'en plus de ça, tu as un sang qui est plutôt épais,
qui peut-être en plus tu as des problèmes, on va dire, peut-être lipidiques, enfin bref, une possibilité aussi que ça se bouche. Enfin, la diminution non souhaitée entre guillemets des artères et en plus bon, une inflammation, c'est jamais très bon. Enfin voilà. Euh, on a notamment, enfin nous, ce qu'on appelle les AOMI, c'est artérite oblitérante des membres inférieurs. En fait, l'AOMI, donc artérite oblitérante des membres inférieurs, ça va être tellement des petits diamètres, c'est pareil, ça peut être responsable enfin ça peut causer, à force, ça va se boucher et ça peut amener à l'amputation aussi. C'est un peu, je sais que je pars un peu dans tous les sens, mais voilà, artérite, diminution du diamètre des artères, vraiment pas cool parce que les artères amènent le sang chargé en oxygène, notamment aux organes, aux muscles, etc. Donc si elles amènent pas assez, eh ben, le corps il fait c'est pas bon quoi. Peut aller jusqu'à absence d'irrigation aux extrémités du cou. Je sais pas si on peut aller jusqu'à un rétrécissement complet. Je pense que encore une fois, ça va, comme on disait, il y a un espèce de cumul, c'est-à-dire qu'en général, il y a une autre pathologie, que ce soit cholestérol ou hyperglycémie, qui peut-être, oui, occasionner le fait que ça va boucher. Après, c'est vrai que dans le côté oblitérante, on peut le penser. Est-ce que ça va jusque-là? Je ne saurais pas te dire. Je ne veux pas te dire de bêtises. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais en tout cas, ça va augmenter de façon certaine le risque, oui, que ça se bouche, en tout cas que la circulation se passe mal et que ça irrigue mal les tissus. Et que donc, voilà, si un tissu est mal irrigué, nécrose, si la nécrose, on ne la prend pas en charge, ça peut entraîner une infection, une septicémie, etc. quoi. Il y a besoin que ça circule bien. Voilà. Si j'avais un truc à finir, il faut que ça circule. Encore une fois, le mouvement, c'est important. Je ne sais pas si c'est possible pour les organes. 14 fois plus de chances d'amputation chez les diabétiques. Je n'ai pas compris cette information dans son ensemble. En fait, c'est que une personne diabétique a plus de chances, a 14 fois plus de chances d'avoir enfin, d'être amputé, d'avoir des complications menant à l'amputation que d'autres personnes du fait du diabète. Je ne sais pas si c'est clair. Je vais essayer de retrouver. En fait, par rapport à quelqu'un, peut-être qu'il y aurait, je sais pas, juste, enfin, entre guillemets, peut-être qu'un trouble vasculaire ou je sais pas. La personne diabétique, elle a encore plus de chances enfin, de se retrouver amputée en cas de problème, quoi. Le risque est plus élevé puisqu'il y a plus de risques d'infection, puisque elle a déjà, enfin, ça crée des problèmes en parallèle. On n'insiste pas, on est fatigué et on peut continuer sur Didi. Ah, je sais pas si c'est possible pour les organes. Je sais pas non plus. Je sais pas. Souvent, quand même, c'est les extrémités qui sont touchées. Parce que au niveau des organes, bon, il y a des petits vaisseaux. Bah, on a vu que le cœur peut être touché. Ça peut engendrer des infarctus du myocarde. C'est pour ça qu'il faut faire surveiller le cœur parce qu'il y a aussi des petits vaisseaux qui viennent apporter de l'oxygène au cœur. Et auquel cas, si ceux-là ont des problèmes, bah, le cœur a des problèmes. J'imagine, par rapport à l'amputation, peut-être boucher en haut de la cuisse, irriguer suffisamment toute la cuisse et le mollet, mais pas le pied, par exemple. Après, oui, quand tu as des problèmes de circulation, oui, tu vas avoir une tendance. En fait, les dépôts, encore une fois, c'est souvent le cumul de miles. Hein. C'est-à-dire que souvent, tu vas avoir un problème de dyslipidémie qui va pouvoir qui va faire que dans certains endroits, notamment quand tu as un diamètre petit, les dépôts vont avoir tendance à se caler ici et à former des bouchons, des athéromes
qui vont faire que voilà, ça va diminuer l'apport de sang entre guillemets frais, enfin chargé en énergie, notamment en oxygène dans le reste du membre et du coup causer des complications du fait de ce manque d'oxygénation. La plupart du temps, quand c'est détecté, on va poser ce qu'on appelle un stent. Donc, c'est une espèce de petit ressort qu'on va venir mettre dans l'artère voilà, pour retrouver un peu de largeur et que ça recircule. Mais c'est vrai que dans le pire des cas, oui, ça peut aller jusqu'à se boucher complètement. Mais encore une fois, c'est pour moi en cumulant aussi avec un autre problème, notamment tout ce qui va être cholestérol et puis bah, même le diabète, quoi. Non rétréci, bouché, non rétréci car inflammé. Ouais, si j'utilise les bons mots, c'est mieux. Une balle prise au combat. Je comprends mieux la sélection. Oh là là, j'ai pas- j'ai dû rater des trucs où c'est mon cerveau qui arrive plus à suivre certaines choses. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est souvent multifactoriel. C'est rarement un seul truc qui va engendrer un énorme problème. C'est souvent plusieurs choses combinées qui vont créer des gros dégâts. Mais on voit que rien que l'hyperglycémie chronique a des conséquences qui sont quand même déjà en elles-mêmes, enfin, j'allais dire pas cool, enfin, qui touchent plusieurs choses, la circulation, les nerfs, et du coup forcément, je pense qu'il faut aussi il faut mettre un petit peu tout ça aussi en tout ça se cumule encore une fois. C'est un ensemble de choses qui fait que ça déraille ou pas. Parce que ça peut aussi ne pas dérailler. Donc voilà, prévention importante et encore une fois, pensez aussi à l'aspect psychologique et prenez soin aussi de votre morale parce que c'est une pathologie au long cours qui n'est pas forcément facile. N'hésitez pas à aller voir les associations